Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale en ce mardi 5 mai. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes ensemble pour une demi-heure consacrée bien évidemment à l'actualité vendéenne. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Prudence d'ailleurs sur la route ce matin. Et puis bon appétit si vous prenez tout simplement votre petit déjeuner. Vous pouvez bien sûr réagir à l'émission du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Je vous rappelle que cette semaine, l'invité de la matinale est consacré à nos entretiens avec les maires des principales villes du département. Ce matin, entretien avec Romain Bossis, le nouveau maire de La Roche-sur-Yon. Entretien que vous retrouvez désormais en entier sur tvvendée.fr et sur la chaîne TV Vendée Actu sur YouTube. On fait maintenant un point sur vos conditions de météo pour aujourd'hui. On commence bien sûr avec ce matin et des averses attendues sur le littoral vendéen. Un ciel bien nuageux, bien gris dans les terres, comptez 9 à 11 degrés donc pour ce matin. Dans l'après-midi, la pluie va se généraliser à l'ensemble du département, comptez 16 à 17 degrés. Nous regardons maintenant ensemble les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer, coefficient de 69 à 66. La première basse mer était cette nuit à 1h36, la prochaine sera donc à 13h49. La première pleine mer, c'était ce matin à 7h11, la prochaine sera à 19h27. Dans le nord-ouest de la Vendée, au niveau du passage du Gois, coefficient là aussi de 69 à 66. La première basse mer était cette nuit à 1h43. La prochaine sera donc à 13h55. Pleine mer à 6h53 et ensuite à 19h09. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h43. Il se couchera ce soir à 21h20. Et nous fêtons aujourd'hui les Judith. Bonne fête donc à toutes. Et il est temps de faire ensemble un point sur l'actu du jour. Voici le journal. Ce lundi, plusieurs salariés de Biogroup étaient en grève et ont manifesté devant le site du groupe à La Roche-sur-Yon. Biogroup est une société de laboratoire d'analyse médicale. Les salariés en grève, soutenus par les syndicats, dénonçaient un projet de réorganisation qui pourrait entraîner une centralisation d'une partie des différentes analyses médicales vers un autre site du groupe à Poitiers, faisant craindre des suppressions de postes en Vendée et un rallongement des délais de résultats. Une perspective qui suscite de vives inquiétudes. En fait, à l'avenir, nous craignons en fait que notre plateau technique soit réduit au minimum d'activité et que l'essentiel de l'activité parte sur un gros plateau technique sur Poitiers. Nos attentes sont surtout d'avertir en fait les patients de la situation à venir et sur l'avenir de notre métier, nous en tant que techniciens d'analyse. Alors la direction, elle dit en fait que c'est les conséquences de la baisse de la tarification par le gouvernement. Mais après, ça reste quand même leur choix de réagir de cette façon-là. Voilà, on essaye, mais voilà, ça reste des décisions qui sont en plus menées au niveau national, donc pas forcément par notre direction locale. Après la direction, les recrutements sont en cours, mais paraît-il que c'est très difficile de recruter. Donc on est en sous-effectif, ou au moins en effectif très tendu. Ça fait qu'à chaque maladie, chaque absence, on est vraiment à flux tendu, il faut se remplacer les uns les autres. Donc on peut être appelé la veille au soir à 22h pour venir travailler le lendemain. Et la direction de Biogroup que nous avons sollicité nous a indiqué ne pas vouloir s'exprimer pour l'instant sur cette situation. Nous revenons maintenant sur cette affaire judiciaire. Un aide-soignant comparaissait hier devant le tribunal de La Roche-sur-Yon pour homicide involontaire dans le cadre du travail. En mars 2025, il avait administré les mauvais médicaments à un homme polyhandicapé atteint de troubles autistiques. Ce dernier est décédé le lendemain à la maison d'accueil de Rive-de-Lyon. L'aide-soignant avait alors signalé son erreur dès qu'il en a pris conscience alors qu'il s'apprêtait à donner une deuxième cuillère de médicaments. La décision du tribunal dans cette affaire a été mise en délibéré et sera rendue le 22 juin prochain. Les précisions de Louise Viadji. Il aurait reçu 5 médicaments qui ne lui étaient pas destinés. Celui qu'on appellera Julien est polyhandicapé et atteint d'un trouble autistique. Il décède le lendemain de cette erreur, en mars 2025. Les faits se sont déroulés un vendredi soir. C'est à ce moment-là que l'aide-soignant confond 2 médicaments de 2 résidents, des médicaments préparés en amont par les infirmières et mis dans des boîtes nominatives. L'aide-soignant prend conscience de son erreur lorsqu'il administre la
la deuxième cuillère. À ce moment-là, il prévient l'infirmière qui prévient elle-même le SAMU. Vers 11h le lendemain, Julien est pris en charge et il décède à l'hôpital. Pour l'avocat de la défense, il faut s'interroger sur les causes et non sur l'origine du décès. Déjà, on cherchait des éléments de compréhension puisque on essayait de nous mettre sur le dos un homicide involontaire. C'est une infraction quand même qui est lourde de conséquences sur le plan moral, d'avoir le poids de la perte d'une personne sur les épaules. Et déjà, l'étape numéro 1, c'était de comprendre ce qui s'était passé dans la chaîne justement d'événements. La chaîne événementielle, c'est comme cela que je l'ai plaidé, et de voir s'il y avait eu des dysfonctionnements qui auraient pu conduire au décès, puisqu'on savait que l'erreur d'administration de médicaments n'était pas la cause prépondérante et directe du décès. La procureure souligne que l'aide-soignant a été très réactif et qu'il a continué à demander des nouvelles dans les heures qui ont suivi son erreur. Mais il n'a été informé du décès que 2 jours après, lorsqu'il est revenu sur son lieu de travail. La sœur de la victime s'est déclarée partie civile. Elle regrette le manque de communication de la part de l'établissement, du centre d'accueil. Elle souligne par la voix de son avocate que Julien était un homme fragile qui avait besoin d'être mis en sécurité et cette mission n'a pas été remplie. Elle demande 35 000 € pour ce préjudice d'affection. La décision, elle, sera rendue le 22 juin prochain. La décision avait été actée le 29 janvier dernier lors de la visite en Vendée de Aurore Berger, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. La préfecture lance aujourd'hui le pack Nouveau Départ dans le département. Objectif, ne plus laisser les victimes de violences conjugales seules face à la complexité des démarches. Le pack Nouveau Départ permet un accompagnement dans toutes les démarches nécessaires à la séparation avec un partenaire violent. Ce système est mis en place en collaboration avec les services de la CAF, de la MSA, de la CPAM, mais également les forces de l'ordre, les collectivités locales et plusieurs associations. Nous en reparlerons. Je vous en parlais il y a quelques instants, déjà hier également, 50 jours après les élections municipales 2026. Nous vous proposons durant toute la semaine une série d'entretiens avec les maires des grandes villes du département, des villes qui façonnent le territoire. Nous sommes donc allés à la rencontre des maires de La Roche-sur-Yon, Challans, Les Herbiers, Luçon et Fontenay-le-Comte. Je vous propose un extrait de ces entretiens. J'aime la politique, mais j'aime pas trop la façon dont la politique est menée, pour faire simple. Pour le reste, j'ai l'envie de travailler pour ma commune, donc on va travailler sur les projets, et c'est ce qui est intéressant. Il y en a dans tous les sens, entre la propreté de la ville, le jardin, la qualité du jardin du Maine, les trous dans les rues, les projets donc qu'on a développés pour notre mandat. L'idée, c'est de mettre dans un contrat de plan État-région au moins l'étude, les financements des études pour réengager et rouvrir une gare à Fontenay-le-Comte avec la partie peut-être la plus simple dans un premier temps, c'est une réouverture vers Niort, puisque en fait Niort est notre gare aujourd'hui, clairement. On a plutôt une bonne couverture en bus, mais l'idée c'est de faire du pendulaire entre Fontenay et Niort, parce que beaucoup de Fontenaisiens vont travailler d'ailleurs à Niort dans nos assurances. Je sanctuarise donc 2 demi-journées de consultation plus une demi-journée de visite. Ça me fait beaucoup de bien quand je suis au contact de mes patients et que je suis au cabinet médical. C'est même presque du repos. Voilà, et puis j'aime profondément mon métier, donc j'ai surtout pas envie de le laisser. Je continue aussi à superviser mon interne en médecine et à former les futurs médecins. Donc ça, c'est quelque chose que je ne lâcherai pour rien au monde. Et vous retrouvez les 2 premiers entretiens, celui avec Ludovic Augbon, maire de Fontenay-le-Comte, et celui avec Romain Bossis, maire de La Roche-sur-Yon, sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. Retour maintenant sur cette masterclass d'expression scénique qui se déroulait le week-end dernier au Sable d'Olonne sur 3 jours. 13 stagiaires venus d'horizons différents y ont participé. Objectif, travailler la voix ou encore l'expression corporelle pour une meilleure connaissance de soi et ainsi gagner en confiance, à être plus à l'aise en public. Ils étaient accompagnés entre autres par l'humoriste Élodie Pou, un reportage de Grégoire de Châtillon. Technique et improvisation vocale au cœur de cette séance. À droite, vous reconnaissez peut-être Élodie Pou, l'humoriste originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la marraine de la masterclass. Je suis venue donner hier
masterclass. En fait, c'était juste un échange avec les gens, des questions, des réponses sur mon métier, sur plein de questions que eux se posent. Et en fait, l'ambiance est tellement bonne que j'ai décidé de revenir ce matin pour assister en tant qu'apprenante, cette fois-ci, à un coaching vocal. Quand on fait tempo, pour moi dans ma voix, c'est comme si je parlais tout le temps comme ça un peu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la voix de tête. Donner de la voix, mais aussi sessions théâtre, chant, danse, une masterclass d'expression scénique pour ces stagiaires pendant 3 jours, avec un objectif, les mettre à l'aise sur scène. Ce sont des gens qui ont tous des projets artistiques, donc pas forcément des gens professionnels, mais des gens qui ont des projets artistiques et qui viennent chercher des outils. L'idée, c'est vraiment de développer toutes mes compétences scéniques, ma présence sur scène, discuter, échanger avec le public, ma voix, enfin tout ce qu'en fait je sais pas faire en dehors du basket. J'ai appris des trucs en chant, dans la technique vocale, on a dansé, on s'est libéré. Vraiment, c'est un bon moment et on apprend aussi en même temps à se perfectionner dans son art. La vocation de l'association OnStage, organisatrice de cette masterclass, c'est d'inviter simplement les participants à explorer les arts de la scène dans toutes leurs dimensions, d'en faire un espace de liberté. L'exposition de cases en bulles se tient actuellement à l'église de Salertaine jusqu'à dimanche prochain et met à l'honneur l'auteur et dessinateur de bande dessinée Jean-Marie Michaud à travers une sélection de planches originales, de croquis et de différentes études. Au-delà des œuvres finalisées, l'exposition plonge le public dans les coulisses de la création en montrant les différentes étapes de l'idée jusqu'au dessin. Une immersion à la fois artistique et pédagogique qui permet de mieux comprendre la précision du trait de l'artiste et son importance dans la bande dessinée contemporaine. Je vous propose de l'écouter. Eh bien, comme une église, que je sache, c'est sous une forme de croix, il y a 4 espaces. Et donc, dans chaque espace, on a fait un focus sur un des thèmes qui en fait emplit ma vie plus que professionnellement. C'est l'Extrême-Orient, d'une part, en particulier la culture japonaise et bouddhiste, shintoïste. L'Extrême-Occident avec les Indiens d'Amérique, puisque j'ai réalisé un ouvrage sur les Indiens d'Amérique, qui est là une passion qui vient de l'enfance, du western, voilà, mais qui s'est un petit peu développée. Et dans le cœur de l'église, on a mis le focus sur mon dernier ouvrage qui s'appelle La Reine de Saba et qui est le Proche-Orient, donc qui se passe au Proche-Orient 1000 avant Jésus-Christ. Je n'y étais pas, mais j'ai beaucoup rêvé sur La Reine de Saba. Et moi, j'ai passé mon temps à lire des bandes dessinées, à regarder des choses, jusqu'à l'école d'art où on nous apprend à regarder activement une image ou un paysage, et là on comprend qu'est-ce que c'est que de retranscrire, de transcender, d'interpréter, qu'est-ce que c'est qu'une image, quoi. C'est la fin de ce journal. Il est temps de refaire ensemble un point rapide sur votre météo du jour. Je vous en parlais donc tout à l'heure. Eh bien, un ciel plutôt gris sur l'ensemble de la Vendée ce matin, avec des averses sur le littoral. Comptez 9 à 11 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi, la pluie va se généraliser à l'ensemble du département. Les températures restent plutôt douces, avec 16 degrés attendus dans les terres, 17 degrés sur le littoral vendéen. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré aujourd'hui à la future maison des sports qui va voir prochainement le jour à La Roche-sur-Yon, un projet apporté par le conseil départemental de la Vendée et donc présenté par la vice-présidente en charge des sports Bérangère Soulard et par l'architecte en charge de la construction. La volonté, c'est de répondre à un besoin. D'abord, aujourd'hui, les comités départementaux sont à l'étroit dans la maison des sports actuelle. On est passé de 11 comités au démarrage en Vendée à aujourd'hui 33 comités, puisque la prochaine maison des sports accueillera 33 comités départementaux. Donc ça représente aussi un certain nombre d'agents et de bénévoles qui viennent se former et en réunion à la maison des sports. Elle va se situer au rond-point
rond-point du Val, je crois. Donc, pour être un peu plus concrète, c'est le rond-point qui se situe à côté du SDIS de la Vendée et du laboratoire de la Vendée. La nouveauté, c'est aussi une maison sport santé, donc qui permettent à des gens qui s'étaient éloignés du sport pour différentes raisons dans leur parcours de vie et pour des raisons médicales sont obligés aujourd'hui de revenir à une pratique sportive. Donc il y aura 2 salles qui seront dédiées à la maison sport santé. Donc on se réjouit de ça parce que ça fait partie aussi de l'évolution sociétale. Et puis, on se dit que ces gens, une fois qu'ils se sont réadaptés, qui ont fait des nouvelles pratiques sportives, pourront aussi peut-être intégrer au niveau de leur commune ou de leur lieu de vie, réintégrer un club de sport. Donc, en fait, on se félicite de cette nouveauté et ça répond vraiment à des nouveaux besoins. Le premier coup de pelle, si on peut parler comme ça, sera donné sans doute en début d'année 2027 pour une fin des travaux imaginée en novembre 2028. Donc en essayant de tenir le calendrier, mais évidemment on va tous s'y atteler. Donc on se donne rendez-vous pour une très belle inauguration parce que ce sera une très belle maison des sports. Super. On a mis en place des matériaux comme un métal irisé qui va changer de couleur suivant la luminosité, suivant le mouvement justement, et qui va donc varier ses couleurs. Et un autre point, c'est donc l'utilisation sur le bâtiment principal des grands éléments verticaux bois qui vont là aussi former un mouvement avec le mouvement de la personne et le déplacement de la personne, ce qui fait qu'on aura l'impression que cette maison des sports est en mouvement. Alors évidemment, le bâtiment ne bouge pas, mais c'est l'impression que ça va donner. Et l'idée, en tout cas, d'allier ce mouvement-là et en représentation du sport, puisque on l'a voulu comme ça, le sport étant l'activité, le mouvement, donc reprendre ça sur le bâtiment architectural. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc à cette future maison des sports à La Roche-sur-Yon qui, vous l'aurez compris, accueillera l'ensemble des comités départementaux des sports vendéens. Comme tous les mardis, il est temps maintenant de parler ensemble de santé. Dans Hôpital Mode d'Emploi, cette semaine, nous vous présentons le métier d'ASH, agent ou agente de service hospitalier, un rôle méconnu mais indispensable dans la prévention des infections associées aux soins. Il travaille dans l'ensemble des services, que ce soit la maternité, les urgences, les blocs opératoires, encore les EHPAD. Un métier qui est exigeant, essentiel à la sécurité sanitaire de l'hôpital. Rien qu'au centre hospitalier départemental de la Vendée et à La Roche-sur-Yon, ils sont environ 300. Regardez. Nos missions consistent à faire du bio-nettoyage dans les chambres des patients. Et nous avons aussi, ça dépend dans quel secteur nous sommes. Nous, on peut être en hôpital de jour où on le sert les repas. Et nous faisons aussi du brancardage le week-end. Et nous faisons les courses, donc comme aller chercher les médicaments pour les patients, les emmener en examen. Et nous faisons de l'intendance, donc c'est tout ce qui est les commandes du service, surtout en hôpital de jour. Et nous avons aussi les bons de travaux quand nous avons du matériel défectueux pour les emmener en réparation. Alors le bio-nettoyage consiste à nettoyer les chambres pour les patients. Pour qu'il soit bien au niveau de son environnement. Et il consiste aussi à éliminer toutes les bactéries et donc en même temps que lorsque les infirmières et les AS vont venir faire les soins des patients ou mettre leur traitement, eh bien, il faut que la chambre soit bien nettoyée et bien désinfectée pour justement ne pas avoir de microbes sur leur matériel ou sur tout, quoi, en fait.
il y a toujours des microbes partout. Et du coup, nous, on intervient dans le bio-nettoyage au niveau des chambres des patients pour éliminer justement les bactéries et pour mettre en sécurité le patient et aussi les visites. Car oui, il y a des visites de l'extérieur, donc forcément qui peuvent emmener des bactéries, tout ça. Nous avons des produits qui désinfectent, qui sont beaucoup plus forts que dans les magasins, donc du détergent, tout ça, donc qui élimine vraiment les bactéries que nous ne pourrons pas trouver en magasin. C'est vraiment spécifique à l'hôpital et pour justement mettre en sécurité surtout les patients et tout le reste de l'hôpital. Nous avons un rapport avec les patients qui est formidable parce qu'en fait, au-delà du bio-nettoyage, nous avons aussi des discussions, nous parlons de tout et de rien, nous mettons à l'aise le patient et si on peut emmener un sourire, dans la vie de tous les jours, c'est ce qui est le plus important parce que les patients viennent ici pour malheureusement des fois une maladie et du coup si on peut leur faire oublier un petit peu leur maladie, c'est une journée gagnée. Hôpital Mode d'Emploi, donc consacré au métier d'ASH en collaboration avec les hôpitaux de Vendée. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait aujourd'hui, c'est l'émission Effervescence, votre rendez-vous culture tous les mardis avec Catel Lejeune. Elle accueille aujourd'hui comme invité Frédéric Couturier. Il est le directeur général adjoint en charge de l'action culturelle au sein de Terre de Montaigu. Il a notamment en charge le Printemps du Livre, le fameux Printemps du Livre de Montaigu dont la 36e édition a lieu cette semaine, les 8, 9 et 10 mai. C'est ce week-end donc à Montaigu-Vendée. Il nous en parle. Vous qui avez suivi beaucoup cette évolution et ces différentes éditions, qu'est-ce qui en fait sa singularité parmi les nombreux salons littéraires français ? Alors la singularité du Printemps du Livre, elle est difficile à définir parce que c'est un salon qui n'a pas de thématique. Ouais. Si ce n'est qu'il prend la couleur du président d'honneur du salon chaque année. Ce qui fait sa singularité, c'est peut-être l'atmosphère qui se dégage du salon, le lien entre les visiteurs et les auteurs. Il y a des liens qui sont très simples, qui sont très authentiques. Il y a un vrai partage, il y a une vraie curiosité en fait des visiteurs pour les auteurs et pour leurs ouvrages. Et c'est un salon où on vend beaucoup de livres, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les visiteurs mettent un peu d'argent de côté et chaque année ils vont faire leur marché, ils vont échanger avec les auteurs, ils vont assister à des rencontres littéraires pour connaître les thématiques abordées dans les différents ouvrages. Donc je dirais que s'il y avait un point différenciant, c'est vraiment l'atmosphère qui se dégage du Printemps du Livre. Oui. Alors cette édition aura lieu les 8, 9 et 10 mai prochains. C'est un salon qui a évolué de manière ascendante, de façon assez fulgurante. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, notamment de l'édition précédente ? Alors, c'est un salon qui fonctionne bien dans un marché pourtant de l'édition qui est morose. On entend beaucoup, d'ailleurs les médias récemment ont mis en avant la baisse du temps consacré à la lecture, notamment chez nos jeunes. Donc on pourrait être inquiet sur ce type d'événement. Et en fait, le succès du salon fait que c'est très rassurant de se dire que chaque année on a 35 000 visiteurs qui viennent rencontrer 200 auteurs. Aujourd'hui, sur nos libraires partenaires, qui sont essentiellement sur Terre de Montaigu, mais on en a un sur La Roche-sur-Yon, c'est plus de 320 000 € de chiffre d'affaires fait en 2 jours. Donc c'est un soutien aussi à nos libraires. Et d'ailleurs, on respecte totalement la chaîne du livre, c'est-à-dire qu'on n'est pas un salon d'éditeurs, on est nous sur un salon de libraires. Et le respect de la chaîne du livre se fait de l'auteur, de l'écrivain jusqu'au distributeur, c'est-à-dire le libraire, avec tous les conseils qu'il peut fournir aux personnes qui souhaitent acheter un livre.
Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro d'Effervescence consacré à la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu et bien sûr TV Vendée aujourd'hui. On passe rapidement au jeu de la semaine à Café Cuisine. On va directement aller à la question avec à gagner cette semaine, je vous le rappelle, 4 chèques cadeaux offerts par les vitrines du centre-ville. 4 chèques cadeaux d'une valeur de 10 €. Pour espérer les remporter, il faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Quel monument historique français Philippe Mindron exposera-t-il au festival américain The Burning Man? Et voici l'indice du jour, deuxième indice de la semaine. La version originale de ce monument que nous recherchons se situe à Paris. Je répète, la version originale de ce monument que nous recherchons se situe à Paris, parce qu'en effet c'est une réplique que Philippe Mindron a conçue et va donc transporter jusqu'aux États-Unis pour le festival Burning Man. Pour tenter votre chance, rendez-vous donc sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. C'est la fin d'ailleurs de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h. L'actu revient avec le journal à 12h30 présenté par Aurélien Huard. Très bonne journée à toutes et à tous. Don't worry.